Bonjour à tous, on va commencer gentiment. Il va falloir gentiment penser à s'asseoir. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, allez-y vite. Et puis, merci à tous. 2 secondes, juste une petite présentation de notre association avant de commencer. Alors du coup, on est donc le comité des étudiants en sciences politiques de l'Université de Lausanne. Moi, j'en suis le coprésident, d'où le fait que je vous dis juste 2-3 mots avant de commencer. On organise des conférences, différents événements pour les étudiants, notamment aussi des sorties, des soirées, des visites du Parlement ou des choses comme ça. La semaine prochaine, si vous êtes intéressés, on organise une table ronde sur la réforme de la fiscalité et du financement des entreprises, d'AVS, pardon, où on aura deux intervenants contre, 2 intervenants pour. Vous pouvez venir vous informer sur cette question-là qui sera votée au mois de mai. Également, on est un peu une association qui fonctionne surtout donc pour les étudiants et grâce aux étudiants, et c'est surtout ça sur le point que j'aimerais bien insister, c'est qu'on a besoin d'avoir des relèves d'année en année. Et donc s'il y a des étudiants dans la salle qui sont intéressés à nous rejoindre, on est joignable sur les réseaux sociaux, on sera aussi là à l'apéro juste après si vous avez envie de venir discuter avec nous, avec des membres de l'association qui notamment s'occuperont de servir aussi des verres de vin. Et vous pouvez aussi nous venir les lundis à midi au bâtiment Géopolis en salle 2144 où on fait nos réunions quotidiennes, enfin plutôt hebdomadaires. 2-3 éléments encore. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette conférence sur Edoui Plenel, enfin, sur son livre? On a été gentiment contacté aussi par Payot pour l'organiser. Donc à la base, c'est aussi dans un certain sens une volonté de promotion d'un livre, mais on ne fait quasiment jamais ça. Donc l'idée, c'était pourquoi est-ce qu'on a accepté ce type de promotion? De un, parce que c'est un livre éminemment politique qui parle de sujets d'actualité qui nous concernent presque tous, ou en tout cas indirectement, puisque c'est aussi de nos voisins principaux. Deuxième point, c'est que du coup, on travaille, nous, en tant qu'étudiants de sciences politiques, sur ces questions-là, et beaucoup d'entre vous ont dans leur panthéon des journaux qu'ils lisent, Mediapart, Le Monde diplomatique ou Le Guardian, mais du coup, évidemment, Plenel, on pensait que ça ferait plaisir aux étudiants de pouvoir le voir aussi en vrai et pouvoir éventuellement discuter un peu avec lui. Et donc, on a aussi invité M. Fiol, juste ici, qui va pouvoir nous faire la modération. On est très content de l'avoir aussi pour 2 raisons principalement. C'est que c'est un spécialiste des mouvements sociaux et aussi il s'est beaucoup intéressé aux questions de contrôle des manifestations, contrôle par la police des mouvements sociaux. Donc il a un peu cette double casquette qui n'en fait en réalité qu'une, qui a cette expertise de sociologie politique sur la question. Donc je vais laisser M. Fiol aussi faire une petite présentation en préambule sur cette question des gilets jaunes pour remettre un peu les gilets jaunes en contexte. Et ensuite, on passera à la discussion et à la conférence en elle-même. Merci à tous. Bonjour. Il l'avait promis, une révolution démocratique profonde, ajoutant dans un discours de campagne électorale, je cite, « Je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité démocratique. Les citoyens auront voix au chapitre, ils seront écoutés. » Cette citation, vous avez reconnu qu'elle était d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Je la tire du début du livre d'Edoui Plenel, et il faut reconnaître d'entrée de jeu, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et dans le livre, il faut reconnaître à Edoui Plenel d'avoir eu l'honnêteté de reconnaître que le président de la République française a tenu ses promesses. Peut-être pas exactement comme il l'avait imaginé, mais il a tenu ses promesses, et le surgissement des Gilets jaunes, cet énorme mouvement totalement inouï, on va y revenir, est véritablement, effectivement, une réponse à ce désir qu'avait Emmanuel Macron de révolution démocratique profonde, si l'on accepte le fait que, évidemment, cette révolution s'accompagne d'une pluie de baffes, si je puis dire, pour faire une référence à Astérix, dont on n'avait pas été prévenu dans les discours de campagne. Alors, le livre dont nous allons discuter aujourd'hui est un livre qui, dans son sous-titre, annonce une réflexion sur le mouvement des Gilets jaunes.
Donc je vais peut-être commencer par dire 2-3 choses, mais très rapidement pour en gros faire la pom-pom girl pour lancer le débat sur ce mouvement des Gilets jaunes, pour souligner peut-être quelques points qui me paraissent significatifs de ce mouvement. Et tous ces points, je les tire bien sûr, ils sont mentionnés, ils sont abordés dans le livre d'Evie Plenel, et je pense que nous allons les reprendre pour une partie d'entre eux dans la discussion. La première chose, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes est un mouvement inouï et considérable pour une série de raisons. La première raison, me semble-t-il, c'est le nombre de personnes qui se sont mobilisées sur un temps très long. On est à 4 mois de mobilisation, et puis aussi par l'étendue territoriale du mouvement. Ce mouvement donc, des ronds-points, associé aux manifestations du samedi, à tout un tas d'autres manifestations, d'occupation, de blocage, est un mouvement qui a quand même une particularité qui a été pas mal soulignée d'ailleurs dans les analyses. Certains géographes ont fait des analyses fort intéressantes là-dessus. Un mouvement qui touche l'ensemble, une bonne partie du territoire national, et notamment des parties du territoire dont on peut dire qu'elles étaient plutôt silencieuses du point de vue de l'expression politique, pointant donc des populations qui aussi étaient peut-être enfermées dans un certain silence. C'est le premier point particulier de ce mouvement sur lequel il faut s'interroger. L'autre point qui me paraît fort intéressant de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est marqué par de profondes innovations tactiques en termes de stratégie politique et de stratégie de mobilisation. Et on pourrait dire, de manière résumée, que c'est un mouvement qui a réussi, sans l'avoir prévu à l'avance sans aucun doute, mais qui a réussi ce tour de force de confisquer l'agenda politique. C'est-à-dire qu'en mettant le pied dans la porte des activités du gouvernement, par sa mobilisation, ce mouvement est parvenu à arrêter en quelque sorte le maître des horloges, comme aime à se nommer le président de la République française, et à imposer d'une certaine manière un nouvel agenda, donc une nouvelle temporalité à laquelle le gouvernement a cherché, à toute force bien entendu, à répondre, notamment par le lancement du grand débat, qui était aussi, pas seulement, mais aussi un moyen de reprendre la main sur l'agenda politique. Et cette notion de qui maîtrise le temps dans une lutte politique me paraît fort intéressante, et je crois qu'une des raisons de la durée du mouvement, de son ampleur et de son maintien, tient à cela. Un troisième point qui me paraît assez important dans ce mouvement, il faut le souligner, c'est le soutien de l'opinion. Comme vous le savez, fort souvent, on mesure la puissance d'un mouvement et les réponses qu'il faudrait y apporter au nombre de personnes mobilisées dans la rue. En réalité, les politiques ne s'y trompent pas. Ce qui compte, c'est moins le nombre de personnes mobilisées dans la rue que le soutien de l'opinion tel qu'on peut le mesurer à travers les sondages. Et le fait est que ce mouvement des Gilets jaunes, qui a, vous le savez, obtenu un très fort succès auprès de l'opinion dans ses premières semaines, dans ses premiers mois, c'est un mouvement qui maintient encore sa popularité, puisqu'on est à peu près 50%, ce qui est tout à fait considérable après une telle durée et avec toutes les violences sur lesquelles nous reviendrons, toutes les violences qui ont marqué ce mouvement et qui généralement les violences ont tendance à, disons, faire baisser un petit peu le soutien de l'opinion, quel que soit le type de mouvement. Enfin, par ailleurs, on a aussi un phénomène qui est extrêmement intéressant dès lors qu'on se rend sur un rond-point, dès lors qu'on se rend à une manifestation, dès lors qu'on parle avec des manifestants et des membres de ces mouvements, c'est les effets de politisation accélérée, je suis sûr qu'on va y revenir dans le débat, de politisation accélérée des personnes qui participent à ce mouvement. C'est pas le cas de tout le monde, c'est un mouvement extrêmement hétérogène, on va y revenir aussi sans doute, mais on a dans ce mouvement un phénomène qui n'est pas inédit, mais qui est assez intéressant parce qu'il est extrêmement rapide et extrêmement profond, me semble-t-il, un mouvement de politisation, c'est-à-dire on a des gens qui, pour une partie d'entre eux, n'étaient pas intéressés à la politique, refusaient de prétendre à toute compétence politique, ne parlaient pas de politique, évitaient, si vous voulez, les discussions politiques, et qui, dans le feu des actions, du mouvement, des solidarités qui se sont créées sur les ronds-points, se sont politisés, mais ont aussi acquis, et ça c'est quelque chose de tout à fait fascinant, des compétences politiques, c'est-à-dire une capacité à discuter de ce que c'est qu'un référendum, ce que c'est qu'une initiative, etc. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, très particulier, et qui fait penser, bien sûr, à d'autres mouvements, d'autres périodes de l'histoire, où, souvent dans des phénomènes révolutionnaires, des catégories de la population éloignées du politique, notamment parce que ce sont des sujets, se saisissent en quelque sorte du politique et commencent à émettre des avis politiques, des jugements politiques, et en quelque sorte aussi se dessillent, c'est-à-dire deviennent moins naïfs face à l'information politique ou à la propagande politique, qu'elle vienne du gouvernement ou des partis, etc. Mais aussi,
Ce mouvement, je finirai sur 2 points cette liste de ce qui caractérise selon moi l'étrangeté de ce mouvement, mais aussi la grande peur qu'a suscité ce mouvement. Et ça, c'est un point sur lequel le livre d'Edwy Plenel revient assez longuement, et me semble-t-il très justement, ce que montre ce mouvement à travers son traitement médiatique, mais aussi à travers son traitement par le gouvernement, par l'autorité civile, c'est qu'on se rejoue là, si vous voulez, une sorte de peur des possédants, c'est une expression qu'on retrouve dans le livre d'Edwy Plenel, une peur des possédants qui se manifeste, se traduit par des formes assez haineuses, en quelque sorte. Et ça, c'est tout à fait impressionnant, parce qu'en quelque sorte, aujourd'hui, on a une image des Gilets jaunes, enfin véhiculée dans les médias mainstream, si vous voulez, une image des Gilets jaunes qui est en quelque sorte bifide. D'un côté, c'est la figure de la pétroleuse de la commune, d'accord, et de l'autre côté, c'est la personnalité autoritaire d'Adorno, c'est-à-dire voilà, la personne d'origine populaire qui, par défaut d'éducation, se tourne vers des leaders, vers des mouvements d'extrême droite, etc. Et en même temps, la pétroleuse, ce qui évidemment nous fait immédiatement penser au texte magnifiquement écrit, mais politiquement puant, de Henri Taine, donc il y a fort longtemps, dans les années 1870, sur la Révolution française, où il traitait en quelque sorte les révolutionnaires de la même manière, avec les mêmes termes, avec les mêmes mots. Et je pense qu'il faut s'interroger sur ce traitement, en quelque sorte, cette caractérisation des Gilets jaunes et cette grande peur. Enfin, le dernier point qui me semble caractériser ce mouvement, c'est évidemment tout ce qui renvoie aux réponses apportées par le gouvernement depuis le début de ce mouvement à ce mouvement. Il me semble, mais c'est un point sans doute qu'on peut discuter et qui est au cœur un petit peu du livre, je vais y revenir, il me semble qu'il y a quelque chose de frappant dans ce mouvement, c'est que le meilleur allié du mouvement, au fond, aura été le président de la République, ou disons son gouvernement, par des modes de réaction, des manières de répondre au mouvement relativement inédites sous la Ve, où d'une certaine manière, on refuse d'avoir recours à ce qui, généralement, dans une crise politique de cette ampleur, permet de calmer le jeu, permet de passer à autre chose, à savoir le renvoi d'un ministre, la dissolution d'un gouvernement, un remaniement ministériel, ou bien sûr la dissolution de l'Assemblée. Donc le refus, en quelque sorte, de réagir sur le plan institutionnel, je pense, est un des moteurs, encore aujourd'hui, du maintien du mouvement et du sentiment de n'être absolument pas entendu. D'être absolument pas entendu, pardon. Voilà. Et puis, tout cela m'amène à une réflexion qui est aussi une question par rapport au texte dans le livre. Le livre insiste, Edwy Plenel insiste beaucoup dans son livre sur le caractère, disons, de l'événement lui-même, l'événement transformateur, l'événement qui fait irruption et qui change en quelque sorte la donne, ce qu'on appelle donc des ruptures d'intelligibilité en sociologie, donc des événements qui sont des révélateurs, enfin pas des révélateurs, mais qui introduisent une rupture et donc qui mettent en place une nouvelle donne. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi un mouvement qui est révélateur. Donc révélateur au sens photographique des structures dans lesquelles le mouvement est pris, donc des structures sociales et des structures politiques de la France de la Ve République. Je crois que c'est quelque chose qui est en filigrane au cœur du livre, à savoir que ce mouvement révèle, rend visible, rend manifeste une organisation politique où, disons, la démocratie a en quelque sorte un petit peu disparu dans la manière dont le pouvoir fonctionne, dont le pouvoir écoute et dont le pouvoir décide. Et d'une certaine manière, une des thèses qui circule dans le livre, et c'est une question que je voulais vous poser, et à laquelle vous pourrez répondre dans le cours de votre intervention, est-ce que vraiment le mouvement des Gilets jaunes, au cœur du mouvement des Gilets jaunes, on a ce désir, ce souhait, cette revendication d'en finir avec le présidentialisme à la française, donc présidentialisme type Ve République. Je dis cela parce que moi, dans les observations que je fais, donc dans le petit terrain que j'ai commencé dans le Var, ça n'est pas ce qui est le plus présent dans les discours. Et donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de projection de ses propres désirs, on le fait tous bien entendu, sur le mouvement, parce qu'on voudrait que ce mouvement prenne en charge ce qui nous tient particulièrement à cœur. Bon. Alors, ces deux aspects, donc à la fois épiphaniques et inaugural de l'événement Gilets jaunes, sont abordés les deux dans le livre. Et ce qui me paraît intéressant aussi dans le livre, c'est que le livre commence par une réflexion sur le fait qu'il faut essayer de comprendre avant de juger, et donc d'écrire avant de juger, pour éviter justement tout ce sens commun sur ce que sont les Gilets jaunes.
Et en même temps, à la fin de la lecture du livre, je me suis posé la question et je me suis dit, mais et les gilets jaunes dans tout ça? C'est-à-dire les personnes qui composent ce mouvement, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une question, mais peut-être que c'est un moyen... enfin, derrière, il y a évidemment une question sur le parti pris du livre et du niveau auquel se situe la discussion dans le livre. Alors, le titre du livre, c'est « La victoire des vaincus ». Donc ça rappelle un autre livre, comme l'explique Evie Pleinen dans son introduction, l'idée que derrière ce titre, il y a l'idée que c'est un mouvement qui a déjà gagné. La victoire des vaincus. Alors, ma question, c'est, OK, gagner, mais gagner quoi? Pour combien de temps? Et voilà, ce qui pose évidemment des questions sur le fait que ce mouvement est aussi une bataille pour la reconnaissance par les Gilets jaunes, et peut-être que c'est déjà gagné de ce point de vue-là. En revanche, je ne suis pas certain que la victoire du point de vue de l'arrêt des réformes menées par le gouvernement soit véritablement acquise, puisque semble-t-il, en même temps que se développe le mouvement des Gilets jaunes, qu'il perdure, le gouvernement continue à avancer dans ses réformes. Voilà, alors je m'arrête là, et donc on va commencer. La proposition que je fais, mais tout ça peut évoluer, c'est que nous ayons 3 moments d'environ un quart d'heure, avec pour chacun des moments, disons, une question centrale, et puis on peut broder autour. Et très classiquement, première chose qui nous intéresse et qui est très présente dans le livre, c'est tout ce qui fait que ce mouvement a pu, au moment où il a émerger, et donc tout ce qui renvoie aux causes plus ou moins profondes ou immédiates de ce mouvement. Et puis ensuite, dans un second temps, on pourra s'intéresser à la question de la manière dont ce mouvement s'est développé et se poser la question de ce qui fait que ce mouvement a pu perdurer, a maintenu son ancrage dans l'opinion, etc. Et puis là, peut-être, on peut évoquer un point qui est évoqué dans le livre, le point des violences de part et d'autre, mais peut-être aussi et surtout la violence exercée par l'État, donc sur les Gilets jaunes, qui, on y reviendra, est relativement inédite, même si depuis 2005, il y a un mouvement en quelque sorte de durcissement des modes d'exercice du maintien de l'ordre en France. Et puis enfin, nous pourrons terminer par un troisième volet plus prospectif, où on pourrait se poser la question des scénarios de sortie de crise. Comment, selon vous, non pas qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on ne peut pas le savoir, bien entendu, ça nous ramène à l'idée de l'événement rupture de l'intelligible, mais est-ce qu'on peut imaginer, selon les modes de réponse, des formes de sortie de crise souhaitables ou non souhaitables? Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour environ un quart d'heure, à peu près, et puis, donc, sur ce premier volet, et ensuite, j'en poserai peut-être une ou deux questions selon ce que vous nous dites, et puis on avancera comme ça jusqu'au temps final où nous aurons donc une discussion avec la salle d'une bonne demi-heure, donc ne soyez pas frustrés, il y aura le moyen de communiquer, bien entendu, vous êtes là pour ça, et je pense qu'Evie Pleinen a surtout envie de discuter avec la salle, plus que de prêcher face à vous. Voilà. Merci Olivier Filleul et merci à toutes et tous d'être là si nombreux. Ce livre est totalement inhabituel dans ce que j'ai eu l'habitude d'écrire, puisque je ne suis pas de ceux qui écrivent à chaud sur les événements. J'ai fait des livres autour de ma pratique professionnelle, autour des enquêtes ou des reportages que j'ai pu faire, mais qui sont en général des livres de réflexion, essayant de penser, au fond, le matériau que j'ai été amené à découvrir, à révéler, ou bien d'autres livres qui sont des essais autour du journalisme et de à quoi il sert, cette question du droit de savoir comme droit fondamental. Du coup, pourquoi ai-je fait si vite ce livre sur un événement qui n'est pas fini, qui est toujours en cours, et on abordera la question de ses futurs possibles? Je l'ai fait par réaction, et on vient au fond de l'évoquer, par réaction à la vulgate dominante, qu'elle soit celle produite par le pouvoir politique ou produite, relayée par les médias principaux ou le discours médiatique dominant. Il y avait donc un événement inattendu, imprévu, inconnu.
Évidemment, et les sociologues sont là pour nous montrer, les économistes aussi, mais surtout ceux qui travaillent la sociologie des sociétés, pour nous montrer qu'évidemment, il y avait plein d'indices, plein de prolégomènes, et plein de... Nous-mêmes, on a retrouvé à Mediapart des reportages où on se dit, au fond, nous avions décrit ce monde des Gilets jaunes. Mais le fait qu'un monde, pour le résumé, même s'il est évidemment hétérogène, multiforme, mais un monde de travailleurs pauvres, de gens qui ont des emplois mais qui n'arrivent pas à finir leur mois, de retraités, de gens qui ont des retraites mais qui les ont vus baisser avec l'augmentation des taxes et qui du coup ne peuvent plus jouer dans la solidarité intergénérationnelle, aider leurs petits-enfants. Qu'un monde de femmes, beaucoup de femmes, et notamment de femmes vivant seules, élevant seules leurs enfants. C'est ça les caractéristiques qu'on a vues tout de suite dans ce mouvement, que ce monde-là, qui n'est pas particulièrement organisé, pas particulièrement présent dans les syndicats, plutôt en dehors des cadres de la politique ou de l'expression traditionnelle, bref, que ce peuple-là surgisse à partir de la démocratie numérique, à partir de pétitions qui font leur chemin, à partir des réseaux sociaux, et surgissent du virtuel au réel en se donnant rendez-vous sur ce symbole des ronds-points, des lieux où on bloque notre société de la vitesse, notre société de la circulation, et où on se pose, on échange, on partage, on se rencontre. Et donc, c'était face à cet événement ce qui nous a surpris, nous, à Mediapart, puisque mon livre est nourri du travail de Mediapart. Nous nous sommes dit, réaction normale de journalisme, me semble-t-il, l'événement est inédit, donc avant de dire ce qu'il faudrait en penser, allons y voir et rendons compte de la manière la plus approfondie possible dans ce travail de sociologie du présent, presque, qu'est le journalisme, de l'immédiat, d'histoire immédiate, rendons compte de ce que nous avons sous les yeux. Et ce que nous avons vu dans nos reportages, et fait par diverses personnes, est à l'inverse de ce que vous avez pu voir dans les petites lucarnes, notamment dans les 2 premiers mois, où on ne voyait au fond que des incidents, que des violences le samedi, et des porte-paroles autoproclamés, plus ou moins pour certains Olibrius, s'autoproclamant d'un mouvement dont nous constations, premièrement, qu'il était pour l'essentiel pacifique, deuxièmement, qu'il ne voulait pas avoir de porte-parole, qu'il était profondément dans une culture d'auto-organisation, se méfiant de la représentation. Et donc, nous avions une autre réalité que celle-là. Et mon livre est un plaidoyer. Ils ne me l'ont pas demandé, mais d'une certaine manière, je suis venu à côté des Gilets jaunes contre ce dénigrement et ce rabaissement de ce mouvement social. Il fallait absolument qu'une parole d'en haut, politique et médiatique, nie cet événement et le discrédite. Au fond, il fallait que ce peuple inédit, inconnu, méconnu, soit forcément vil, soit forcément laid, et il fallait le rabattre dans des repères connus et commodes, l'extrême droite, le racisme, la violence, l'extrémisme, l'antisémitisme, etc. Comme je le dis dans le livre, nous n'avons pas de naïveté. Tout mouvement social et toute personne qui a participé à des mouvements sociaux, par exemple dans une entreprise, le sait bien, brasse la diversité du salariat, comme là, ça brasse la diversité du peuple. Mais c'est dans cette dynamique du mouvement social que se fait la politisation commune. On peut se retrouver à ne pas mettre le même bulletin de vote, à avoir des préjugés et des oppositions culturelles profondes, mais se retrouver sur une cause commune qui fait qu'on fait chemin ensemble et que du coup on bouge. C'est ce qui se passe toujours dans un mouvement social. Et nous, ce qui nous a frappés, c'est que ce mouvement bougeait à l'inverse de la direction que lui indiquait le pouvoir, qui voulait absolument créer un face-à-face où il n'y ait que lui d'un côté et que l'extrême droite de l'autre.
Ce que le clip de campagne électorale du parti d'Emmanuel Macron a tout de suite répandu pour les européennes, où c'est « vous n'avez pas le choix ». Vous n'avez pas le choix. Un retour en français du fameux Mrs. Tina de Madame Thatcher. There is no alternative. Vous n'avez pas le choix. C'est le chaos, l'extrême droite, les nationalistes, les populistes, ou c'est nous. Et les gilets jaunes, eh bien non, c'est le tiers exclu, justement. Il y a autre chose qui s'invente. Et ce qui s'invente, c'est au départ un mouvement qui part de l'injustice fiscale, d'un constat tout à fait conscient et d'une intelligence du réel, qui est qu'il y a eu des choix fiscaux au-delà des inégalités qui sont dans notre monde et qui, vous le savez, qui ont rejoint le niveau d'inégalité de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, c'est-à-dire l'accaparation de la grosse part des richesses, on pourrait dire, c'est les statistiques d'Oxfam, quand ils disent qu'il y a 26 personnes qui possèdent autant de richesses que 3 milliards 700 millions d'individus. Bon, l'accaparement de cette richesse par une infime minorité, une sorte de rupture qui fait qu'il y a une grande masse qui se retrouve dans sa diversité, petits patrons, salariés, travailleurs pauvres, travailleurs précaires, etc., à vivre une situation différente. Et en l'occurrence, dans le cas des Gilets jaunes, je rappelle les chiffres, au-delà des chiffres globaux, entre l'été 2017 et l'été 2018, les choix fiscaux faits par la présidence Macron ont appauvri la puissance publique, et ont appauvri la puissance publique en faisant un cadeau immense à cette ultra-minorité. La chute des recettes fiscales de l'État venant de l'ex-impôt de solidarité sur la fortune, venant des dividendes, venant des droits de succession, en un an, moins 39%. Moins 39%. Et au même moment, et on l'a vu dans les chiffres de 2018, les dividendes aux actionnaires, pour la première fois, ont été distribués comme cela se faisait avant la crise économique de 2007-2008, où près de 60 milliards, plus de la moitié des résultats du CAC 40, des grandes entreprises, a été distribué aux actionnaires. Donc il y a une minorité de gens qui payent beaucoup moins pour qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des commissariats, etc. Et de l'autre côté, qui touchent beaucoup plus. Les Gilets jaunes sont partis de ça. Ce sentiment, et petite retraite, travailleurs pauvres, que eux, et tout ça est documenté depuis 2 décennies, que eux, voilà, ils perdent, ils ont moins, et que même la garantie du travail n'en fait pas des personnes qui peuvent vivre dans la sécurité, qui n'arrivent pas à finir leur mois. Mais de là, et j'en reviens à la dynamique, ce que je dis au tout début en citant Antonio Gramsci, je mets en face à face 2 citations de Gramsci. L'une que j'ai popularisée quand j'avais écrit « Dire non », et qui correspond à notre époque d'entre-deux, où Gramsci, au moment de la crise de 1929-1930, dit « La crise, c'est quand un vieux monde est en train de mourir et s'accroche. Il ne veut pas perdre ses avantages, ses bénéfices, ses privilèges, mais il sait qu'il va mourir, donc il s'accroche de plus en plus. Et puis il y a un nouveau monde qui essaye d'être inventé, et on le connaît bien dans toutes les mobilisations, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de l'intermondialisme, qu'il s'agisse de plein d'autres domaines, il y a ce nouveau monde. Mais ce nouveau monde tarde à naître, il n'arrive pas à percer. Et là, la vraie phrase importante de Gramsci, c'est la phrase suivante, et il dit, dans cet entre-deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction plus littéraire, plus poétique en français dit « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Alors, cette façon de vouloir caricaturer ce mouvement, c'est dire « voilà les monstres ». Bon, j'y reviendrai, je pense que les monstres, justement, sont peut-être ceux qui caricaturent ce mouvement. Mais je mets cette phrase-là, de Gramsci, en opposition à une autre, où en 1933, il s'en prend à la prédiction, au fond, y compris une idéologie, c'est
C'était le moment du mouvement communiste mondial, du marxisme dit scientifique, qui prétend savoir le futur de l'humanité. Et il dit la seule prédiction que l'on peut faire, c'est la lutte. Et c'est la lutte qui va faire l'avenir d'un mouvement. Et donc j'en reviens à notre constat que je défends dans ce livre, c'est que nous avons vu un mouvement qui partit d'une injustice fiscale et d'une contestation de l'inégalité fiscale qui n'est ni de droite ni de gauche, qui est comme ça et qui peut aller dans un sens ou un autre. Eh bien, ce mouvement s'est approfondi sur les questions sociales et sur les questions démocratiques. Les questions sociales, d'abord. Les Gilets jaunes ont tenu, parce que prendre quelques porte-paroles autoproclamés, ce n'est pas parler des Gilets jaunes. Parler des Gilets jaunes, c'est prendre le temps d'aller à leurs assemblées, lire leurs documents, lire leur élaboration collective, les écouter. Première assemblée des Gilets jaunes à Commercy, 70 délégations. 2 jours de débat, un texte commun. Et dans ce texte commun, non seulement ils disent qu'évidemment ils condamnent tout racisme, tout antisémitisme, toute xénophobie, mais par exemple, au registre des droits sociaux, ils disent que les droits sociaux qu'ils demandent, que je ne vais pas redétailler ici, doivent être accordés à tous ceux qui vivent en France, quelle que soit leur nationalité. Quelle que soit leur nationalité. Aucun parti politique français ne formule les choses comme ça. C'est-à-dire que les mêmes gilets jaunes qu'on voulait voir fascistes, extrémistes, racistes, etc., disent « bah oui, les migrants, ils doivent avoir les mêmes droits sociaux que nous ». C'est ça que ça veut dire, très concrètement. Et l'assemblée future des assemblées aura lieu à Saint-Nazaire ce week-end. De 70 délégations, on est passé à 300. Il y aura 300 délégations pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, à Saint-Nazaire, vieille ville ouvrière, de tradition ouvrière, chantier naval. Et là, on voit à nouveau comment se crée une convergence. Alors, de cette question sociale, ils sont en effet passés à la question démocratique. On ne trouve pas, en effet, je suis d'accord, bien sûr, on ne trouve pas dans tous les textes des Gilets jaunes ou les expressions des Gilets jaunes la question explicite du présidentialisme. Mais on trouve toujours la question de la confiscation du pouvoir. Ce sentiment que la volonté de tous est confisquée par le pouvoir d'un seul, ce qui est au fond la définition du présidentialisme français. C'est une monarchie élective. C'est la tyrannie douce dont parlait Tocqueville dans un chapitre de la démocratie en Amérique. Il disait la démocratie, ça peut être le fait que tous les 7 ans, on demande au peuple de choisir son maître, et ensuite on lui dit de revenir en servitude avant de le reconvoquer 7 ans plus tard. Et il y a ce sentiment-là, c'est évidemment ce qui revient en boomerang sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu par manque de choix, par absence de choix, par contrainte face à l'extrême droite, sur un socle au premier tour de la présidentielle de 18% des électeurs inscrits. Et quand il est venu à Mediapart 2 jours avant son élection au second tour, nous lui avons dit « mais là, vous allez être obligé par la nature de votre électorat à en tenir compte. Cet électorat n'a pas voté pour votre programme. Et donc, si vous êtes élu sur cette base, une démocratie vivante vous oblige à tenir compte de la diversité de cet électorat. Ce n'est pas un chèque en blanc. Et la suite, vous la connaissez, il fera exactement l'inverse. Sur cette question du présidentialisme, il est intéressant, y compris en analyse géopolitique des mouvements sociaux, de voir comment les Gilets jaunes, dans les 2 premiers mois, se sont imposés non seulement dans leur agenda revendicatif, mais dans leur agenda urbain, en allant dans des territoires que les mouvements sociaux habituels n'occupaient pas. L'ouest de Paris. Ce n'est pas République, Nation, Bastille. C'est l'ouest de Paris. Les beaux quartiers, mais surtout les quartiers du pouvoir. Aller chercher, comme Emmanuel Macron a dit dans l'affaire Benalla, le vrai responsable, c'est moi, eh bien, ils sont venus le chercher. Et c'est là qu'est intervenue la grand-peur. Ce sentiment, en effet, qu'il y avait une dynamique de ce mouvement qui allait taper au cœur comme la clé de voûte de ce qui fait qu'une situation intenable tient.
Ce qui m'a frappé et que je défends dans le livre, qui est, comme vous l'avez compris, c'est pas, je ne rends pas compte des Gilets jaunes, ça c'est le travail quotidien des Mediapart, je ne prétends pas dire une étude concrète et fournie des Gilets jaunes, c'est une réflexion à propos des Gilets jaunes. Et dans cette réflexion, pour moi, ce que cet événement fait surgir, on s'interroge beaucoup sur notre époque, sur l'absence de réponse politique, de solutions. Et je trouve que les Gilets jaunes nous disent deux choses. Premièrement, que nous avons un repère. Il n'y a pas besoin de programme très compliqué pour s'en sortir. Nous avons un repère, c'est la question de l'égalité. Il faut en revenir aux fondamentaux, et c'est en ce sens que tout mon livre convoque, au fond, une musique 19e, celle d'avant les partis, celle de ce qu'on appelait les Marianeux en France, les démosocs, les républicains démocratiques et sociaux, qui n'avaient pas forcément d'étiquette fixe, qui se retrouvaient en 1830, les Trois Glorieuses, en 1848, la Commune de Paris et d'autres événements, et qui portaient cette question de l'égalité. Le moteur de l'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de culture, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Et il suffit de l'énoncer comme cela pour voir combien c'est un moteur infini pour inventer des droits, conquérir des droits, défendre des droits. Et au fond, les Gilets jaunes, ils sont ancrés là-dessus, la question de l'égalité. La deuxième chose qu'ils nous disent, et je m'arrêterai là, et au fond, c'est cela pour moi la victoire des vaincus. À la fin, je convoque un autre auteur qui m'est cher, Walter Benjamin. L'auteur, vous le savez, des thèses sur l'histoire, la critique de cette vision linéaire, comme un temps vide du progrès. L'idée que la catastrophe peut survenir. Et nous savons, nous sommes dans une époque où la catastrophe est là. Comme disait Walter Benjamin, la catastrophe, elle n'est pas devant nous. La catastrophe, c'est que ça continue comme avant. Nous savons, c'est le GIEC, il se trompe peut-être, c'est peut-être 5 ans avant, c'est peut-être 10 ans plus tard, j'en sais rien. Mais ils disent qu'il nous reste que 11 ans, 2030, avant d'inverser la tendance du dérèglement climatique, de pouvoir 11 ans pour pouvoir inverser la tendance par rapport à la destruction du tout vivant du monde par notre hubris. Et sinon, après, ce sera irrémédiable dans les conséquences, et ce n'est pas nous qui paierons d'abord les dégâts de tout cela. Donc l'urgence climatique, elle est là, elle est déjà là. Nous savons, j'y faisais une allusion, qu'un monde où le gros des richesses est capté par une toute petite minorité, je cite un autre universitaire que connaissait bien Bruno Latour, des classes dirigeantes offshore qui ne sont même plus dans notre monde et qui ont besoin d'un personnel politique qui défend ce qui est indéfendable. Indéfendable, une telle appropriation de richesse est indéfendable. C'est comme une tête d'épingle où tout est concentré. Et c'est intenable. Et nous savons, car l'Europe l'a vécu, que c'est intenable. Les 2 guerres mondiales et la catastrophe, les 30 ans de catastrophe européenne, sont issus de ce monde intenable. Et puis enfin, nous savons que la tendance générale actuellement, dans des contextes différents, dans des cultures différentes, dans des histoires nationales différentes, c'est comme c'est intenable, mais comme il y a une petite minorité dirigeante qui n'est qu'en dans le court terme, de garder son pouvoir, de garder son avoir, de garder ses possessions, qui ne pense qu'à elle, en clair. Eh bien, comme ce n'est pas tenable, il y a le recours à des pouvoirs autoritaires nés de l'élection, qu'il s'appelle Bolsonaro, qu'il s'appelle Trump, qu'il s'appelle Erdogan, qu'il s'appelle Poutine, et nous en avons d'autres exemples autour de nous. La dérive autoritaire, la tentation autoritaire, et on y reviendra sans doute, les Gilets jaunes le montrent. Et donc, quel est l'événement pour moi des Gilets jaunes, sans pouvoir dire, on en parlera à son futur? Benjamin rappelle que Marx disait « les révolutions sont les locomotives de l'histoire ». Voilà, il y en a toujours et il y en aura toujours depuis des révoltes et puis etc. Et Benjamin lui dit « non, non, il se trompe. La révolution, c'est plutôt
plutôt que les locomotives de l'histoire. C'est le moment où les passagers du train, l'expression est importante, les passagers du train, c'est comme le peuple des ronds-points. Ils n'ont pas décidé de venir à un meeting ou comme vous de venir nous écouter. Ils sont dans le train. Et dans la diversité de leur histoire sociale, idéologique, politique, culturelle, ils prennent conscience que le train va dans le mur ou dans le gouffre. Et à ce moment-là, et c'est la réponse de Benjamin, il dit non, les révolutions, c'est le moment où les passagers du train tirent sur le signal d'alarme pour déclencher les freins d'urgence. Il faut que le train s'arrête. Et les Gilets jaunes, c'est cela, tout comme les jeunes, le mouvement international qui dit « le vendredi, on ne va pas en classe, parce que ça ne sert plus à rien ». Et pourquoi j'ai voulu absolument faire cette réhabilitation, c'est qu'à la première marche du climat en décembre, j'y étais, la pression du pouvoir a été de dire aux écologistes « ne manifestez pas ». C'était le 8 décembre, c'est là où il y aura le plus de violence, de plus grande peur, panique du pouvoir. Et la pression a été faite sur les écologistes de dire Alternativa et d'autres, ne manifestez pas. Hein, il y a les gilets jaunes, c'est très dangereux, vous, c'est une bonne cause, restez chez vous. Ils ont tenu bon. Et on s'est retrouvé place de la République avec des gilets jaunes, des gilets verts, et ce mot d'ordre qui depuis s'est répandu partout, fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat. Donc, je ne prédis pas l'avenir des gilets jaunes, je ne suis pas naïf sur la confusion possible et la diversité d'un mouvement social, mais je dis qu'on ne peut pas faire la fine bouche. Et en fait, mon livre s'adresse d'abord, en clair, aux gauches installées, aux gauches professionnelles, qui sont restés sur le bas-côté. Certains de leurs militants ont été dans ce mouvement, mais la plupart se sont dit « mais on ne les connaît pas, ceux-là. Ils n'ont pas le passeport, ils n'ont pas le label. » Et donc, ils sont restés. Et si on ne va pas, celui qui ne va pas dans la lutte en paiera néanmoins le prix. Et donc, mon livre est un appel à comprendre que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Si nous croyons ce que nous écrivons, qu'il faut arrêter le train, eh bien nous n'avons qu'une arme, c'est la société. C'est le surgissement de la société. Le surgissement, évidemment, le plus pacifique possible, mais si en face cela résiste, il est inévitable que cela oblige à des confrontations. Le public est conquis, c'est plus drôle. Ah bon. Bien, alors, puisque le public est conquis, on va arrêter là. Pas sûr, on va voir. Alors, merci pour cette première intervention sur... Vous voyez bien que le découpage est un peu... Mais ça n'a pas d'importance. Juste 3 points pour rebondir un petit peu, peut-être pas la contradiction, mais pour nuancer peut-être un ou 2 éléments. Première chose, je pense que ce que vous avez dit sur la partie de la citation de Gramsci me paraît un point essentiel pour la discussion de la fin de la séance, donc sur l'aspect prospectif, à savoir que peut-être aujourd'hui, sous l'effet de la lutte, ce n'était pas le cas avant, l'hétérogénéité du mouvement était immense, elle l'est toujours, mais sous l'effet de la lutte, sous l'effet des solidarités qui se sont construites sur les ronds-points, dans les manifestations, dans toutes les actions qui ont été menées, sur l'esprit de famille qui a régné sur les ronds-points et qui règne encore là où existent encore des cabanes, etc. Tout cela pointe vers quelque chose, potentiellement, l'idée que les Gilets jaunes, le peuple des Gilets jaunes, si je puis dire, commence, et c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière, à se penser comme classe. Et ça renvoie à ce que vous disiez sur les divisions habituelles au sein des classes populaires entre issus de l'immigration, pas issus de l'immigration, avec la bonne figure, le bon phénotype et tout ça. De mon point de vue, en tout cas, mais encore une fois, j'ai une observation très limitée sur une région de France uniquement, un département, c'est que effectivement, cette revendication selon laquelle nous sommes une classe populaire et nous sommes tous logés à la même enseigne est quelque chose qui se dit. On a beaucoup dit dans les médias que les Gilets jaunes évitaient les discussions qui fâchaient, donc notamment la question de l'immigration, la question des réfugiés, etc. C'est en partie vrai, mais quand même, il y a quelque chose qui s'exprime, c'est cette idée que nous formons une classe, et donc on ne nous aura plus sur cette division qu'on essaie d'introduire entre nous. Alors, reste à savoir, bien sûr, si cela survivra aux solidarités actives qui aujourd'hui se déploient, si lorsque
selon comment se terminera le mouvement, les gens rentrent chez eux, si tout cela se maintiendra, mais pour l'instant, me semble-t-il, et ça va dans le sens de l'analyse que vous faisiez à partir de la station de Gramsci, ça va, disons, dans le bon sens. Deux autres petits points, mais alors très rapidement, avant qu'on passe au second volet, si je puis dire, sur l'extension des revendications. Je pense que effectivement, c'est tout à fait juste de dire que les premières revendications sont très limitées, c'est le carburant, c'est les 80 km/h, etc. Et d'une certaine manière, le mouvement des Gilets jaunes commence bien avant le mouvement des Gilets jaunes, dès janvier 2018, janvier, février, mars 2018, il y a le mouvement des motards, etc., et tout un ensemble de choses. L'année d'avant, il y a eu un mouvement dans le sud de la France, dont je ne suis pas sûr qu'il ait été étendu à toute la France, des Gilets jaunes, mais c'était des assistantes maternelles. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que, à partir du moment où le mouvement démarre, à partir du 17 novembre, il y a effectivement un premier jeu de revendications très limité, qui suscite la méfiance, etc. Mais très très vite, et ça c'est frappant, il y a une extension, pas infinie, mais une extension immédiate, et quand même très très forte. La montée en généralité devient immense. On revendique le référendum, la démocratie, une vraie démocratie, etc. Et ça dit quelque chose quand même sur finalement le fait que les premières revendications n'ont été qu'un déclencheur, mais au sens vraiment technique du terme, d'un déclencheur, un révélateur, encore une fois, de quelque chose de plus profond qui couvait depuis longtemps et qui à l'occasion de ces premières mobilisations, trouve à s'exprimer. Mais je voudrais, sous forme de question, ajouter peut-être deux choses. Il y a aussi deux autres moments où ça bascule, où l'extension des revendications prend un tour nouveau. Le premier moment, alors je ne sais pas s'ils succèdent ou s'ils sont concomitants, mais le premier moment, c'est le moment où, ça va nous amener directement au point suivant, c'est le moment où les violences policières, je vais mettre des guillemets parce qu'on peut en discuter, où la violence exercée par l'État à travers son bras armé qu'est la police, plutôt, devient le sujet principal des revendications. Il faut que les brutalités cessent, etc. Et on ne parle plus que de ça. Ça ne veut pas dire que ça évacue les autres revendications, mais il y a une focalisation sur la police, l'action de la police, on le voit très bien sur les fils Facebook, qui marque quand même un vrai tournant. Et puis ce tournant s'accompagne, ou précède ou succède, je ne sais pas, de quelque chose qui me semble-t-il assez frappant. Ça nous renvoie à la question du présidentialisme comme étant au cœur d'eux. C'est une sorte de haine qui s'est... C'était tout à fait inédit, en tout cas depuis Louis XVI, peut-être pas depuis Louis XVI, sous la Ve, en tout cas tout à fait inédit, d'une haine véritablement très forte qui s'est focalisée sur la personne du président de la République, sur Emmanuel Macron, qui devient une sorte de personnage caricatural à abattre, etc. Et ça c'est assez frappant. Parce que, à mon avis, c'est peut-être ça qui fait que vous avez le sentiment que, finalement, la question du présidentialisme est au cœur du mouvement, alors même que, me semble-t-il, encore une fois, sur la base de mon expérience très limitée, me semble-t-il, ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de plus vaste, c'est un rejet de toutes les élites, des élites qui sont d'ailleurs caractérisées par les Gilets jaunes que j'ai rencontrés, d'élites hors sol, comme des tomates hollandaises. Donc, vous voyez, donc c'est un peu l'idée que vous mentionniez, mais c'est aussi bien la classe politique dans son ensemble. Et là, il y a une vraie question, c'est que dans la classe politique dans son ensemble, il y a aussi les représentants, les parlementaires, le Sénat, les députés. Et ça, évidemment, d'une certaine manière, ça rejoint un certain nombre de préoccupations du gouvernement qui, sans aucun doute, entend bien profiter de ce type de revendication pour faire avancer un des éléments de son agenda, à savoir la diminution de la représentation parlementaire. Et puis, plus généralement, les élites. On le voit bien quand on se présente sur un barrage, ou il n'y a plus de barrage, mais sur un rond-point, en tant que sociologue, la première réaction, c'est « Ah non, merci ». Les journalistes, les sociologues, les élites, ceux qui parlent sur nous sans nous connaître, etc. Donc je pense que c'est peut-être un peu plus vaste. Et dès lors, ça m'amène à une question. Dans le livre, vous avez une expression qui est assez jolie. Vous dites le présidentialisme et la question de banquet des Gilets jaunes. Alors tout le monde ne comprendra pas si vous n'avez pas lu le livre, si vous n'avez pas une familiarité avec le 19e siècle, mais peut-être que finalement, dans l'exposé que vous venez de faire, c'est plutôt l'égalité qui est la question de banquet des Gilets jaunes, me semble-t-il, plus que le présidentialisme. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut passer ce sera l'occasion aussi de répondre éventuellement aux points que j'ai soulevés, si ça appelle réponse, à une réflexion sur les dynamiques internes, donc sur les interactions, comment s'est développé ce mouvement. Et là, au cœur, évidemment, il y a la question des réponses apportées par l'État, à la fois d'un point de vue institutionnel, le refus de
de faire, le refus d'entendre d'une certaine manière, ou peut-être pas, je ne sais pas. Et puis la question de la réponse, disons, sur le terrain, la réponse policière, la réponse judiciaire aussi, puisqu'aujourd'hui, enfin, depuis une quinzaine de jours, on est dans une phase de répression beaucoup moins visible, mais qui est beaucoup plus efficace, de répression judiciaire, avec notamment un levier très fort qui est l'amende pour des populations qui, pour une partie d'entre elles, sont en situation de vulnérabilité. Et je peux vous assurer que, en tout cas, la semaine dernière, c'était le sujet de conversation de tous les gilets jaunes sur le terrain. Comment va-t-on faire pour payer ces amendes? Puisque les amendes s'accumulent, et il y a des gens qui ont jusqu'à 1 000, 1 500 euros d'amende à payer. Voilà. Donc, je vous laisse. Non, mais beaucoup de choses. Je pense que ce qui unifie ce mouvement, c'est la demande confuse, plus ou moins précise, puisqu'il y a quand même des propositions précises, y compris, j'en donne une, hein. Tout le monde a entendu parler du référendum d'initiative citoyenne, mais il y en a par exemple une qui est de dire il faut reconnaître le vote blanc comme un vote en tant que tel, et ajouter que si le vote blanc est majoritaire, l'élection est annulée, et ceux qui se sont présentés à l'élection ne peuvent pas se présenter à la suivante. Du coup, moi, je me mets à rêver, en tant qu'anti-présidentialiste acharné sur toutes les présidences françaises, considérant que c'est le cœur de la dévitalisation de la démocratie française, pas le fait qu'il y ait un président, le fait qu'il y ait un absolutisme présidentiel. Je me dis, bah tiens, pour la prochaine élection présidentielle, on va appeler à voter blanc, et si le vote blanc est majoritaire, on va appeler à annuler l'élection. Je rigole, mais... Donc, c'est la question, et en effet, je suis bien sûr d'accord, en France... La clé de voûte de cette question de la représentation vue comme une confiscation, c'est le pouvoir présidentiel, qui a déteint sur tout le reste. Je rappelle que la majorité parlementaire en France, théoriquement, un député est un député de la nation, quelle que soit son étiquette. Il est là pour voter la loi et pour contrôler le pouvoir exécutif. En France, on parle de quoi? Majorité présidentielle. Et quand le président dit, rappelez-vous, affaire Benalla l'été dernier, à ses députés, il ne faut pas aller m'embêter sur Benalla, la commission d'enquête Benalla de l'Assemblée est sabordée. Et donc, les députés ne font pas leur travail de contrôle de l'exécutif. C'est le Sénat, où les oppositions sont majoritaires, qui prend le relais. On pourrait continuer les exemples. La justice, la séparation des pouvoirs. Le parquet n'est pas indépendant en France. Et on nous disait, c'est pas trop grave s'il n'y a pas d'instruction personnelle. C'est dans le passé, on a modernisé. Mais il faut qu'il y ait une politique pénale, donc le parquet n'est pas indépendant. Je rappelle, les Français aiment bien moquer, regarder d'en haut les Italiens. En Italie, le parquet est indépendant, et c'est bien pour ça qu'on a conscience du pouvoir de la mafia. Dans une alliance entre les magistrats, la société, les journalistes, sur la prise de conscience de ce qui peut corrompre une démocratie. En France, non. Et du coup, qu'est-ce qui se met en scène avec ce pouvoir? Il y a des procédures pour nommer les hauts magistrats. Il y a un conseil supérieur de la magistrature. Il y a une sorte de collégialité. 3 candidats pour le poste essentiel de procureur de la République de Paris. Reçus, ce qui est inhabituel, par la garde des Sceaux, par le Premier ministre, pour bien montrer qu'ils dépendent du pouvoir exécutif. Mais ce sont les 3 candidats choisis par leur père. La liste arrive sur le bureau du président, le président raye les 3 noms et dit non, ça ne me va pas, j'en veux un à moi. Et il va chercher un autre nom en poste au ministère de la Justice, qui est le procureur de la République qui agit actuellement, celui qui a donné des consignes pour des détentions arbitraires, garder des gens même si vous n'avez rien à leur reprocher, même si c'est classé sans suite, gardez-les en garde à vue pour les empêcher de manifester. Nous avons révélé que des officiers de police judiciaire protestaient contre ça, et c'est le même qui a fait la fameuse tentative de perquisition à Mediapart. Donc, il y a un lien entre la dévitalisation de notre système démocratique, le discrédit, dont témoigne l'augmentation, évidemment, des abstentions, etc., et ce présidentialisme. Et donc, pour moi, c'est ça qui est au cœur des Gilets jaunes. Bien sûr, c'est une critique de la représentation. Mais dans cette critique de la représentation, c'est une demande de démocratie délibérative. Et qui renoue
Et c'est pour ça qu'elle dérange tout le monde politique, quelles que soient ses étiquettes, qui s'est converti à cette Ve République. Je me suis amusé, il se trouve que j'ai retrouvé ce texte après avoir fini ce livre. En France, il y a des avenues Ledru-Rollin. Ledru-Rollin est l'homme qui a porté le suffrage universel masculin en 1848. Et puis, quand la Deuxième République s'est retournée contre les travailleurs, les journées de juin 48, la répression des travailleurs des ateliers nationaux, il était à la gauche démocratique et sociale de l'Assemblée, et donc il était en dissidence. Il est parti en exil avant le Second Empire. Et qu'est-ce qu'il fait dans son exil? Un texte intitulé « Plus de présidents, plus de représentants ». Contre le premier président, c'est pour ça que les républicains n'aimaient pas élire un président au suffrage universel, puisque le premier élu au suffrage universel, encore une fois masculin, c'est celui qui va tuer une république, le futur Napoléon III. Mais il dit plus de présidents, plus de représentants. C'est un symbole de la République, il y a ces avenues partout. Il pose cette question qu'a posée David van Reybrouck, et on le voit en acte. Vous connaissez cet intellectuel néerlandophone belge qui a écrit ce livre traduit en français avec un titre un peu provocateur, « Contre les élections », en disant « mais nous avons une crise de la démocratie représentative ». Et si nous avons une crise, c'est peut-être parce que nous avons une vision très pauvre de la démocratie, qui serait que la démocratie, c'est choisir des représentants. C'est un écosystème autrement complexe, la démocratie. Et donc, quelque part, Emmanuel Macron, un peu comme Louis XVI, le plus jeune président, pas le pire forcément, etc., incarne au fond la nécrose de ce système-là. La nécrose d'un système qui, du coup, est pris de panique. Est pris de panique au point, par rapport à cette idée que la démocratie est un écosystème, d'en saper les bases. Dans cet écosystème, il y a l'idée des droits fondamentaux, qui préexistent au droit de vote et qui préexistent à la représentation. Le droit de se réunir, de s'assembler, le droit de manifester et de protester, de faire des pétitions, le droit de s'exprimer, de dire ses opinions, et le droit de s'informer. La décision heureuse a été rendue aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel français a, heureusement, censuré la loi qui était proposée au prétexte des manifestations de Gilets jaunes, qui était une loi remettant en cause le droit de manifester. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie dans nos temps comme régression de la culture démocratique. Un droit fondamental, c'est un droit fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on abuse de ce droit fondamental, seul un juge indépendant peut vous sanctionner. Vous abusez du droit de la presse, vous abusez du droit de réunion, vous abusez de la liberté d'expression, vous abusez du droit de manifestation. A posteriori, on va sanctionner cet abus. Commencez à dire, s'il y a des abus de ce droit fondamental, il faut réduire ce droit fondamental. C'est commencer à saper comme on cirait les pieds d'une table ou d'une chaise, les fondements de la démocratie. Or, la loi qui était proposée était une loi dans la foulée de décisions qui avaient déjà été prises, au prétexte du terrorisme, mais visant les activistes du climat. Comme par hasard, pas des terroristes, des activistes du climat, qui est, au fond, d'empêcher les oppositions de s'exprimer. De pouvoir, sur simple renseignement administratif, une note blanche, le spécialiste de la police qui est à côté de moi connaît bien ça, sur simple soupçon administratif, dire telle personne, elle n'a pas le droit d'aller protester et manifester. Et non seulement elle n'aurait pas le droit, mais elle devra pointer au commissariat pour montrer qu'elle n'est pas à l'endroit de la manifestation. Pratique, j'ai dit au prétexte du terrorisme, ça avait été fait au moment de la COP 21, mais pratique, comme toujours, ça n'arrive pas qu'aux autres. De la même manière, et je vais y venir, que les pratiques de maintien de l'ordre dévoyées ont d'abord été expérimentées dans les quartiers populaires, avec les brigades anticriminalité, ces mesures-là ont été expérimentées avec les supporters du sport le plus populaire, le football. Des fichages, des soupçons, et on empêche des gens de s'exprimer, et au prétexte qu'ils seraient comme Minority Report, au fond. On prédit qu'ils seront violents.
On dit à leur place qu'ils seront violents. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'indices, il n'y a pas de juge indépendant, mais on dit qu'ils seront violents, et donc on les prive du droit fondamental qui est celui par lequel les démocraties s'inventent et se défendent. Se réunir, s'assembler, s'exprimer, manifester et s'informer. Et donc, nous sommes face à un pouvoir qui a, par sa morgue, a ajouté à tout, quelque part, est devenu le symbole de tout cela. Et de ce point de vue, dans le discours de haine sociale très profond, qui, je le rappelle dans le livre, qui rappelle beaucoup de milieux au moment de la Commune de Paris, il y a eu un dispositif presque de guerre sociale. On a documenté ça. Jamais on n'a vu un maintien de l'ordre dévoyé en répression d'un mouvement social sur une telle durée, d'une telle ampleur. On en est à 2000 condamnations. On en est à 23 éborgnés. On en est à 5 mains arrachées. Et on en est à une femme décédée par le tir d'une grenade lacrymogène qu'elle a reçue dans son appartement. On n'a jamais vu quelque chose de cette ampleur dans des pratiques. Le meilleur spécialiste est à mes côtés, donc je ne vais pas insister, mais de pratiques de guerre sociale contre un mouvement. Et avec le recours, non pas à des professionnels du maintien de l'ordre, mais des professionnels du saute-dessus, comme on dit en langage policier, c'est-à-dire ces brigades anticriminalité avec des équipements d'une police qui est équipée en armes de guerre, de fait, dites non létales, mais qui en fait font des dégâts tout à fait irrémédiables, et avec des conflits internes assumés par le pouvoir politique au cœur de la haute administration. Le préfet de police parisien qui a été débarqué n'est pas du tout un révolté, est un homme vraiment qui a fait beaucoup de gouvernements conservateurs, mais il lui-même était réticent à aller jusque-là. Et donc, voilà ce que je voudrais vraiment souligner, parce que hier on a fait, à propos de cette loi manifestation, vous pouvez retrouver sur YouTube en accès libre ou sur Mediapart si vous êtes abonné, on a fait 3 heures autour de cette question de la répression des mouvements sociaux. Et en illustrant ce que vous disiez, c'est-à-dire comment, autour de la façon dont le pouvoir a réagi, se crée la convergence. Ce pouvoir, dans une culture démocratique, avait tous les moyens de trouver sa respiration, d'atterrir. Comme je dis souvent, j'enjolive un peu, le général de Gaulle avait une pratique plus démocratique de ses institutions que ses successeurs. Après mai 68, ça a duré mai-juin 68, 2 mois, il a utilisé les 5 armes à sa disposition. Grenelle, on discute, et bon, on ne donne pas d'en haut les mesures qui sont tombées en décembre, qui sont des mesures que les organisations syndicales n'avaient jamais réussi à obtenir, qui sont bonnes pour la croissance. Seuls les Gilets jaunes ont réussi à obtenir ces mesures. Mais là, c'est une autre démarche de dire on discute. Et on décide, en l'occurrence, en mai 68, le SMIC, le salaire minimum, a été augmenté de 35%. Petite parenthèse, il vient d'être augmenté de 22% en Espagne. Et la croissance espagnole ne s'en porte pas plus mal. Donc on fait un Grenelle social. Deuxièmement, on dissout l'Assemblée. Et on rejoue la donne électorale. Troisièmement, on change de gouvernement et de Premier ministre. Quatrièmement, on fait un référendum. Et cinquièmement, le président lui-même peut s'en aller, voire se représenter s'il veut. De Gaulle a fait les 5, il ne s'est pas représenté, mais il a fait les 5 en moins d'1 an. Là, aucune respiration démocratique. Pire que ça, non seulement cet entêtement dans le discours et dans le discours de guerre sociale et pratique de guerre sociale, c'est ce que j'explique à propos des violences, mais cette histoire du grand débat qui se termine théoriquement cette semaine. Il y a en France, grâce au combat écologique, et je pense qu'il y a des procédures comme ça en Suisse qui a une longue tradition de démocratie plus complexe que la nôtre, il y a en France une commission nationale du débat public. C'est né des grands projets qui peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. Il faut consulter les populations, voir ce qui se passe. De ça, c'est passé à d'autres domaines. En novembre, le pouvoir se dit « il faut peut-être que je fasse quelque chose ». Donc début décembre, il contacte la présidente de cette instance qui est une autorité administrative indépendante. Il y en a 25 en France. On est en France. Elles sont néanmoins nommées par le pouvoir exécutif.
Tout en étant indépendantes, elles sont nommées. Il se trouve que la présidente de cette instance, ancienne ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est une femme indépendante. Il la contacte en lui disant « On voudrait que vous animiez à titre personnel ce grand débat. » Elle dit « Non, moi je suis garant d'une institution indépendante et il y a des règles pour un débat. Des règles de transparence, des règles d'égalité, des règles de neutralité. Ce n'est pas vous qui allez faire les questions et les réponses. » 1 mois de tension. Elle nous a tout donné, on l'a révélé, les mails, les réunions, etc. Elle refuse, elle tient bon. Et du coup, finalement, ils décident d'organiser eux-mêmes ce grand débat, contrôlé par des ministres, etc. Il y aura, pour les chercheurs de demain, quelque chose à aller voir, parce que derrière la vision du grand débat, qui est une campagne électorale sur fonds publics du président lui-même, avec d'ailleurs un paradoxe, là, on fait de la psychologie politique, là où le mouvement social pose la question du pouvoir personnel de manière confuse, pas forcément dans une critique théorisée du présidentialisme, que fait Macron? Il en rajoute dans la personnalisation. En faisant une performance, hein, regardez, il tient 7 heures, il tient 8 heures, il abaille belle même à quelques intellectuels de cours. Bon, regardez, hein, quelle performance physique. Et il appelle tout le monde mes enfants. Hein, et il dit les enfants. Hein, et il dit c'est moi qui garde la parole ou qui donne le micro, etc. Et il fait, bon, sans note, il sait tout, il a un avis sur tout. Et il dit beaucoup de choses, y compris factuellement fausses. Hein, factuellement fausses en termes de vérification des faits. Et donc, cette façon de mettre en scène en rajoute. Hein. Et ce grand débat n'arrive pas à atterrir. Ce grand débat n'a rien à voir avec une respiration démocratique. Et au même moment, se crée au contraire une convergence. Exactement ce que vous avez dit. Finalement, on a le même sort. Finalement, on est concerné. Nous, on a été très surpris à Mediapart lors de notre festival. On a, pareil, c'est une vidéo, on a fait un débat sur les Gilets jaunes. On avait un représentant jeune avocat du travail de Rouen, très classique, très normand, disant qu'il avait voté Sarkozy en 2007. J'ai aucune raison de me retrouver là-dedans. Et de l'autre côté, une porte-parole Gilets jaunes de Rungis, c'est là où il y a les Halles, issue de l'immigration, qui était venu avec tous ses amis des quartiers populaires, l'un cheminot, l'un travaillant au Halles, qui était là. Et donc il y a quelque chose qui est en effet un être pour soi, qui commence à se créer, une conscience d'un peuple ou d'une classe, c'est-à-dire d'un peuple qui n'a que lui, que son travail, etc., pour se défendre. Et là, vraiment, c'est vraiment ce qui se passe pour moi. Merci. Alors, juste un point d'ordre. Il nous reste, avant le débat... Il nous reste très peu de temps, donc ce serait bien d'être très concis sur ton intervention, et ensuite, après, on passe aux questions. Alors, mon intervention va être absolument concise. Vous allez voir, vous allez être impressionnés. Je passe immédiatement à la parole. Non, juste, alors donc rapidement, brièvement, parce que comme ça on aura le temps de discuter avec la salle, la question des scénarios de sortie de crise, etc. Puisque c'est un mot que vous n'avez pas employé, mais dans le livre, il y a beaucoup le mot césarisme qui revient. Donc cette idée que pointe quelque chose comme un retour au 19e siècle, qui serait d'ailleurs rien d'autre qu'un parallèle avec un retour au 19e siècle avec une nouvelle classe de domestiques, etc. Il y a tout un ensemble de signes qui semblent pointer un retour à quelque chose qui ne sent pas très bon, en tout cas qui sent le moisi. Et donc ça pourrait être un scénario, c'est-à-dire que le mouvement finalement disparaisse au profit de ce mouvement impossible à arrêter, ou bien on pourrait imaginer, c'est une blague, mais puisque vous avez terminé là-dessus, on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron, le président, finisse par n'occuper plus qu'un lieu vide, comme un chef Guayaki, étant payé en quelque sorte pour parler toujours, mais bien sûr, personne ne l'écoute. Donc voilà, je vous passe la parole sur ce dernier point brièvement. Juste très rapidement. Ouais, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va encore prendre 2 questions, puis ça fera un tour de questions comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. Je pense que je voulais juste vous poser en fait 2 questions rapides. La première, c'est concernant la conscientisation de classe dont parlait M. Filleul. Quand on parle de convergence des luttes, dans ce cas-là, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de, disons, peut-être antagoniste avec l'idée de conscience des classes, justement,
par quoi dans ce cas-là se définirait cette classe qui réunirait à la fois peut-être des personnes avec des revenus plus bas, et comment est-ce qu'elle pourrait converger dans ce cas-là avec ce que, je crois que vous avez parlé de gauche installée. Et la seconde question, puisqu'on est en Suisse, c'est est-ce que vous pensez que le modèle suisse est plus vital démocratiquement? Est-ce que ça pourrait fournir un exemple intéressant à la France? Il faut répondre oui à la seconde question. Je pense qu'on va partir avec ça, du coup. T'en as une là? Ok. Voilà, bonsoir. Merci Edu Plenet d'être venu ici. Merci Olivier Filleul d'être venu. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous deux, c'est qu'ils parlent en termes de classe, c'est-à-dire qu'ils viennent des classes populaires, etc. Ils se revendiquent. Mais vous avez également dit, Monsieur Filleul, qu'il y a une certaine hétérogénéité dans leur composition des Gilets jaunes. Maintenant, j'ai l'impression aussi d'entendre qu'ils parlent également de rejet des élites, en plus de parler en termes de classe. C'est-à-dire, il y a un peu, dans cette hétérogénéité, on retrouve un peu de plusieurs choses, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Merci. J'y vais? D'accord, j'attendais votre signal. Voilà. Je vais essayer en vrac de répondre à tout ça. Peut-être que le terme conscience de classe est trompeur, parce qu'il nous ramène tout d'un coup au XXe siècle, aux partis, aux avant-gardes, exactement. Alors que je pense que c'est ça le chamboule-tout. Les Gilets jaunes tombent dans un moment de chamboule-tout général, hein, dont a profité par accident Emmanuel Macron, avec ses dynamiques mouvementistes qui existent pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Et nous sommes dans la préhistoire de ça. Regardez ce qui arrive au mouvement 5 étoiles. Hein. Tout d'un coup, ce n'est pas une pratique délibérative de croire que l'on peut simplement cliquer sur un ordinateur pour dire si on est d'accord pour une alliance avec les néo-fascistes sans en avoir discuté et sans avoir le prendre de s'écouter. Et du coup, les 5 étoiles en payent le prix. Ils ont servi d'escabeau et d'échelle à Salvini et à la Ligue, qui est en train de grimper, alors que c'était les 5 étoiles qui ont gagné les dernières élections. Donc, nous sommes dans ce moment de chamboule-tout, de tâtonnement, d'invention, de mouvements divers. Vous avez vu l'évolution de Podemos, qui naît des Indignados, qui crée, etc., et qui finalement devient beaucoup plus une organisation politique avec des courants différents, etc. En clair, tout mon propos dans le livre, c'est de dire pour arriver à avancer et à ne pas être dans le rétroviseur, il faut se libérer du XXe siècle. De ces formes classiques qui nous ont fait croire qu'il y avait des avant-gardes autoproclamés propriétaires du bien commun, des experts et des sachants propriétaires du bien commun, et qui sont partagés un peu partout. D'où la crise de la représentation, d'où l'idée qu'autre chose s'invente, d'autres formes. Ça prend du temps, ça a des raccourcis, ça a des surgissements comme un volcan qui explose. Bon, c'est la taupe de Marx, hein. C'est ça. Hein. Je rappelle que la taupe, elle est aveugle et elle est hémophile. Donc elle est très fragile. Puis par moment, il y a quelque chose qui se passe, hein, et qui invente, et qui crée du réel, crée une nouvelle réalité. La victoire des vaincus, c'est ça. Peut-être que tout cela sera vaincu. Mais cela a planté quelque chose. Ça a planté une exigence sociale et ça a obtenu des mesures sociales que les organisations classiques ne pouvaient pas obtenir. Ça a planté la question démocratique. Et on y reviendra, j'y reviendrai, peut-être que ça ne débouchera pas, mais ça a posé cette question. Ce que j'appelle la question de Banquet en reprenant une formule de Marx sur le suffrage universel. Marx, il était du côté de cette vision de la question sociale, la question des classes, le prolétariat qui allait libérer tout le monde, etc. Hein, okay. Mais en même temps, dans ces textes politiques, où là, lui, il fait l'effort de se confronter à l'événement, le texte qu'il fait sur le coup d'État de Napoléon, du futur Napoléon III, le texte qu'il fait sur la Commune de Paris, où la Commune de Paris, beaucoup de gens de républicains classiques, je cite par exemple George Sand, qui les accompagnait, une écrivaine, mais qui regarde ce peuple de gueux d'en haut, Zola, qui dit après la semaine sanglante, c'est bien fait pour eux.
Zola, le futur Zola de J'accuse. Anatole France, qui va être un symbole des écrivains pour la gauche. Donc, et qu'est-ce que fait Marx? Il se met en cause. L'événement le met en cause. L'événement l'oblige à bouger. Et à comprendre, quand il dit, pour 1848, il dit la question de banquet. Il veut dire quoi? Alors, en reprenant les banquets républicains, il n'y avait pas de parti. Mais il dit, il y a tout d'un coup une question qui, justement, sortant de l'idée, il y a les classes qui seraient le levier, qui unifie des gens différents. Et qui font que des gens différents comprennent qu'ils ont des intérêts communs. Je pense, c'est mon hypothèse, on verra, que la question démocratique en France est le levier des autres questions. Et qu'elle permet de déboucler les autres questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une réponse. Il y a un pluralisme, il y aura des discussions, mais de déboucler leur élaboration. Et de ce point de vue, ce qui me frappe, les Gilets jaunes parlent de famille. C'est le cas de celui qui a été éborgné, leur porte-parole, Rodriguez. Il dit la famille. Il a lancé ça. Quand on va dans nos reportages, dans la vitalité qu'il y a eu des ronds-points, découvre des gens qui disent, y compris au moment des réveillons, il dit « j'ai jamais eu un réveillon comme ça ». Tout d'un coup, une nouvelle sociabilité. On dit, les gens, dans les rapports sociaux, les enquêtes sociologiques, ils sont isolés, ce monde d'entre-deux, entre la grande ville et la campagne, c'est ça qui donne le vote d'extrême droite, les peurs, la xénophobie. Et bien, tous ces gens, à un moment, ils ne sont pas restés chez eux, ils ont fait ce mouvement, ils se sont parlé. Et ils se sont parlé avec un ressort. Et ça, je crois, et c'est en sens qui est revenu en pleine figure pour Emmanuel Macron, la question de la dignité. Le sentiment d'avoir été humilié. Pas seulement humilié concrètement par les mesures économiques et leurs difficultés qui s'accumulent et qui ne font que s'accumuler, malgré leur espoir né du chamboule-tout électoral précédent, mais humilié le peuple de Gaulois réfractaires au changement. Ces gens qui ne sont rien et qu'on croise dans les gares. Moi, un boulot, je vous le trouve, je traverse la rue et je vous le trouve. Et donc ce sentiment, en effet, d'une petite classe dirigeante qui ne comprend rien, qui n'a aucune empathie, aucune sensibilité. Je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle qui est commune de 1948, a mis la dignité avant les droits. Nous sommes égaux, naissent égaux, en dignité et en droit. Cette question de la dignité. Et si elle est piétinée, elle peut donner du ressentiment, mais elle peut donner aussi de la beauté qui est on se mobilise ensemble autour de cette question démocratique. Voilà, et je termine sur le prédictif. Je l'ai dit, je dis les journalistes sont interdits de futur, autrement ils ne verraient pas l'événement. Ils ne verraient pas l'événement, eux-mêmes ils commenceraient à mettre dans des boîtes ce qui se passe. Pour moi, je vois bien le rapport de force tel qu'il est, je vois bien que le bunker que sont les institutions de la Ve République, mais en même temps, ce que je vois, c'est l'impuissance de ce pouvoir politique à trouver sa sortie. Ils vont tenter la semaine prochaine avec les résultats du grand débat. On va voir si c'est comme le livre de pensée sur le progressisme des deux conseillers d'Emmanuel Macron, même à la revue Esprit où Emmanuel Macron écrivait, ils sont sidérés. Et ils ont vu quelque chose qui tombe des mains, une non-pensée, un bricolage de communicants, où y compris toute une littérature critique sur le progrès, etc., n'est pas présente. Fabien Escalona en a très bien rendu compte sur Mediapart. Et donc, je ne sais pas, mais je m'interroge sur deux choses. Qu'est-ce qui se passe au cœur de l'État? J'ai le sentiment d'une décomposition. J'ai le sentiment, la décision du Conseil constitutionnel, qui n'est pas particulièrement progressiste, le montre sur le droit de manifester. J'ai le sentiment de quelque chose qui grippe. J'ai le sentiment d'une tête d'épingle, comme on le voit d'ailleurs avec tout l'entourage d'Emmanuel Macron qui quitte l'Élysée, etc. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, et là, moi je parle de ce qui est notre responsabilité, nous, notre boussole, c'est le droit de savoir. Et je crois à l'événement. Pas seulement l'événement inattendu, mais l'événement que parfois on peut créer. L'affaire Cahuzac crée un événement sur l'évasion et la fraude fiscale.
En Suisse, vous avez un peu plus parlé de l'affaire Bettencourt parce que ça concernait L'Oréal, un peu de Nestlé et puis des comptes en Suisse. Mais d'ailleurs, Cahuzac aussi, mais il était parti au Luxembourg, à Singapour. Mais je crois à l'événement. Et si nous arrivons à trouver le vrai nœud de l'affaire Benalla? Je crois à l'événement. C'est la première fois que nous voyons une affaire qui est profondément une affaire d'État, c'est un dérèglement de l'État. Cette présidence est entrée en crise depuis ce moment-là. Depuis ce moment-là, comme un caillou dans la chaussure qui grossit et qui fait qu'on n'arrive plus à bien marcher, qu'on clopine. C'est là où on a vu Emmanuel Macron dire, toujours ce discours de 28 juillet, « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». Antiphrase exceptionnelle d'un président de la République, gardien de la Constitution, qui dit, au fond, « Je crains la presse qui va trouver la vérité ». Et nous accumulons les révélations. Toutes les semaines, ou à peu près, les passeports diplomatiques, le contrat russe, les oligarques russes, la violation du contrôle judiciaire, les violences répétées, et pas seulement à la contrescarpe. Bon, ça s'accumule, mais c'est la première enquête où nous accumulons tout ce puzzle, mais la pièce centrale, on ne sait pas quelle est sa forme. Je ne sais pas pourquoi cette présidence s'est entêtée à soutenir Alexandre Benalla. Je ne sais pas. Et vous savez, c'est très populaire chez les Gilets jaunes. Il y a des chansons comme des carmagnols autour de l'affaire Benalla. C'est un symbole. Pourquoi c'est un symbole? C'est un symbole de l'injustice par rapport à la justice. Il y en a de plus égaux d'autres, et selon qu'on est puissant ou misérable, enfin vous connaissez l'histoire. Mais c'est même un symbole originel comme une résonance. C'est quoi le départ de l'affaire Benalla qui a dû être réglé dès le lendemain par son licenciement et son départ de l'Élysée? Un conseiller tout à fait proche, monsieur sécurité du président de la République, se fait passer pour un policier et estime qu'il a le droit de violenter, d'arrêter, de bousculer, de malmener des opposants politiques. Et il n'y a pas eu un mot de condamnation. Quand le Sénat rend son rapport, et nous n'avons jamais vu ça, l'ensemble de la garde rapprochée, mais jusqu'au Premier ministre, jusqu'au président de l'Assemblée, dit que le Sénat fait de la politique, que le Sénat fait un coup d'État, alors qu'il ne fait que respecter la séparation des pouvoirs, et en l'occurrence le contrôle du pouvoir exécutif. Pourquoi ce lien? Quelle est la bombe atomique qu'il y a derrière ce lien? Peut-être qu'on ne le trouvera pas, mais peut-être que si on le trouve, il y aura un petit effet de souffle. Voilà. C'est la nouvelle affaire du collier de la reine qui se préfile. Alors on va peut-être prendre encore quelques questions. Donc, voilà, bonsoir. Alors merci énormément à tous les deux pour nous éclairer sur la France, parce qu'ici en Suisse, on a énormément de préjugés sur ce qui se passe, et ça nous fait un bien fou de vous entendre, de vous écouter. J'aurais juste deux questions. Premièrement, est-ce que vous pouvez détailler la dimension économique pour la France des événements en cours? Quelles sont les répercussions donc, au niveau de la place financière, enfin toutes ces questions-là qui ont une incidence évidemment sur les choix gouvernementaux. Et puis, on suit aussi évidemment ce qui se passe ailleurs qu'en France. Je pense par exemple au cas de l'Algérie avec Bouteflika qui a renoncé à être réélu et puis à son poste donc de président de l'Algérie. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de l'Algérie, l'armée joue un rôle important. On l'a vu aussi en Égypte en 2011, donc d'essayer de faire une transition de pouvoir. Puisque vous connaissez tellement bien la France et puis tous les ressorts institutionnels qui existent, est-ce qu'il y a une instance, une forme institutionnelle française qui pourrait commencer un parcours de transition loin du présidentialisme actuel qu'on connaît? On va en prendre plusieurs. Encore juste deux questions, je pense une ici et tu en avais une là-bas, Léa. Ouais. Et si possible, concise. Bonsoir messieurs, tout d'abord.
Ma question, c'est un petit peu une question de provocation, mais c'est quelque chose qui m'interpelle, parce que vous parlez souvent de la violence de l'État, et là aussi, il y a aussi pour moi la violence des Black Blocs, on n'en a pas parlé ce soir, qui, à mon sens, a un peu pris le pas sur les revendications premières des Gilets jaunes, et on n'entendait plus du tout parler des Gilets jaunes, on entendait surtout parler des casses pour le Fouquet, par exemple. Alors, ma question, elle est un petit peu provoque, mais c'est la suivante. Est-ce que l'État ne tire pas un certain avantage, entre guillemets, de la prise en main du mouvement par les Black Blocs et des violences qui prennent le pas sur les vraies revendications des Gilets jaunes? Voilà, merci. Oui, bonsoir, merci beaucoup d'être là. J'avais une question. Vous parliez de l'Italie et de l'alliance entre la Ligue et les 5 étoiles. Et en fait, même si j'ai beaucoup d'admiration pour certains députés de la France insoumise, je me demandais si une telle alliance serait possible en France, selon vous, pour arriver au pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Alors je vais tenter d'être bref. Malheureusement, ma question a été un peu anticipée auparavant par la question sur les Black Blocs. Ma question portait sur la volonté de l'État d'invisibiliser le caractère politique des violences des Black Blocs et des Gilets jaunes, qui ont des revendications anticapitalistes, anti-État, qui s'attaquent au symbole de l'accumulation du capital. On l'a vu sur les Champs-Élysées le 16 mars. Et donc, d'une stratégie, vraiment, on voit Emmanuel Macron, par exemple, dans le grand débat, vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est simplement des violences, que c'est des gens qui n'ont pas de revendications politiques, que les Gilets jaunes, ils ont les vraies revendications, etc., alors qu'il y a une possibilité de contre-politique de la part de ces mouvements qui, par l'usage de la force, font une opposition à l'État et aux forces capitalistes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'État redoute, qui est le fait que l'opinion populaire se dise « Tiens, ça, c'est en fait de la légitime défense, c'est de la défense contre des violences étatiques institutionnelles », et donc qu'il y a une volonté d'invisibilisation du caractère politique de ces actions, de ces contestations. Allez-y. Non, allez-y. Bon. Ah bon. Bon. Sauf en cas de défaillance. D'accord. Non, pas de souci. Sur l'économie, ce qui est plutôt souligné, notamment par les économistes de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est que les mesures obtenues, fut-elles considérées comme insuffisantes par les Gilets jaunes en décembre, c'est le discours du 10 décembre, l'adresse à la nation d'Emmanuel Macron, ces mesures vont avoir un effet très positif sur la croissance française et sur la dynamique de l'économie française. En clair, elles contredisent les choix qui ont été faits, qui, à l'inverse, n'avaient pas du tout l'effet, notamment, par exemple, de ruissellement. Ça, c'est intéressant de s'arrêter sur le ruissellement. Cette petite équipe dirigeante devrait faire plus de sociologie. Les sociologues savent, et je l'ai évoqué à propos des retraités, qu'il y a une forme de ruissellement et qu'ils ont vu en acte, que nous avons tous vu en acte dans les Gilets jaunes. Quand les retraités se voient ponctionnés sur la CSG en France, tout d'un coup, les petites retraites diminuent, et tout d'un coup, une solidarité intragénérationnelle, où on pourrait dire les gens des 30 Glorieuses aident les enfants, leurs petits-enfants issus des 30 Piteuses, eh bien, on a eu plein de témoignages de gens qui disent « Mais moi, j'ai plus assez d'argent à la fin du mois de ma retraite, je ne peux plus emmener mes petits-enfants au cinéma, je ne peux plus les prendre de la même manière, je ne peux plus, etc. » Cette question-là existe. Donc, pour l'instant, contre une vulgate, je dirais, idéologique, qui est celle qu'a mis en pratique ce pouvoir, profondément dans une sorte d'aveuglement idéologique sur les choix économiques, qu'on a vu d'ailleurs dans l'annonce du grand débat.
ne pas rendre interdit dans le grand débat de rediscuter de quel taux d'imposition des plus grandes fortunes, au fond, quel partage des richesses. J'ai cité l'exemple du SMIC tout à l'heure, et de cela. Donc voilà plutôt... Sincèrement, bien sûr, il y a sans aucun doute un impact comme ça, en partie sur le tourisme. Bon, mais on verra ce qu'il en sera cet été, puisque la France est une des premières destinations mondiales de tourisme. On verra. Bon, ce sont rien n'est mesurable. Ce qui est plutôt mesurable, encore une fois, c'est plutôt une dynamique qui est aussi une dynamique potentiellement positive pour tout bêtement, les liens de solidarité d'une société. Et l'économie, c'est aussi ça. La confiance dans l'économie, c'est aussi cela. Deuxièmement, l'Algérie. Il n'y a pas seulement d'ailleurs l'Algérie, nous ne prêtons pas assez attention à tout ce qui se passe dans les Balkans, que chroniquent nos amis du Courrier des Balkans qui travaillent avec nous, où il y a beaucoup de mobilisation citoyenne. Et de surprise, alors là, c'est pas les Balkans, mais vous avez vu qu'en Slovaquie, la présidence, c'est une présidence comme je les aime, c'est pas celles qui ont des pouvoirs, mais donc le pouvoir exécutif est tenu par le Premier ministre, mais c'est une présidente surprise. Mais vous avez vu qu'il y a aussi ce comédien en Ukraine, il y a des dynamiques comme ça. Nous vivons dans des contextes toujours très différents. Le fait que chaque révolution industrielle qui accélère notre rapport au temps, qui réduit notre espace, donc la machine à vapeur, l'électricité, le numérique, elle est grosse d'une révolution démocratique, ou si ce mot fait peur, d'une refondation démocratique, d'une extension démocratique. Ce sont des questions qui sont au cœur de ça. Alors, ça n'est pas automatique, progrès, régrès, et les régressions peuvent tout aussi bien arriver, et c'est ce qui s'est passé dans les précédentes révolutions industrielles. Donc nous sommes dans cette tension. L'histoire de l'Algérie est passionnante de ce point de vue. L'Algérie est à la fois un pays très politisé, un peuple très curieux de la politique. Je rappelle que la moitié de la population a moins de 30 ans. Un peuple qui a une grosse histoire politique à la fois glorieuse et martyre, l'indépendance et la décennie noire. Un pouvoir qui est imbriqué à tout cela et qui, du coup, tout en étant confiscatoire, est lié à sa société. Il n'a pas coupé les réseaux sociaux par rapport à l'Égypte. Donc les réseaux sociaux fonctionnent. Et n'oubliez pas, dans la dynamique des Gilets jaunes, justement, les premières manifestations contre le 5e mandat de Bouteflika, elles sont interdites. Les imams dans les mosquées, comme c'est le vendredi, ont comme consigne de dire aux fidèles « n'allez pas manifester ». Et elles ont lieu tout de même. Et là, crise interne, problème interne, âge du capitaine, tout ce que vous voulez, parce que c'est une boîte noire, le pouvoir algérien, il n'y a pas répression. Il n'y a pas répression. Du coup, le peuple prend courage, et du coup se passe, parce que ce serait ça le vrai événement en France, se passe tout d'un coup la massification de cette mobilisation. Et tout d'un coup, c'est tout un peuple, ce sont des millions de gens qui étaient dans la rue. Et avec l'originalité et la fierté du peuple algérien, l'humour, etc., et à nouveau la place des femmes. Et à nouveau la place des femmes, très importante dans cette mobilisation. Et donc, voilà, moi je dis souvent, voilà, il y a quelque chose que les Gilets jaunes devraient reprendre, parce que justement, c'est ne pas se minoriser, mais c'est aussi dialectique, c'est comment le pouvoir passe en face. Et de ce point de vue, l'histoire en Algérie, rappelez-vous l'Égypte, 2 ans, 2011, 2013, le coup d'État du maréchal, rappelez-vous la Syrie, 2 ans pacifiques, avant que... Donc on ne sait pas comment cela va se passer, c'est toujours... Et ce qui est intéressant, c'est la solidarité justement des possédants. Comme pour les révolutions arabes, nos dirigeants ne saluent pas cet événement, ils en ont peur. Ils en sont méfiants, au lieu de dire leur affection, leur solidarité. Quoi de plus beau qu'un peuple qui prend son destin en main ? Quoi de plus beau qu'un peuple qui ne reste pas sur le bas-côté, qui ne reste pas dans l'abstention, qui ne reste pas dans le quant à soi, dans l'individualisme, et qui se dit « ça me concerne ». Quoi de plus beau ? Je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais la Suisse, elle a fait comme ça il y a 7 siècles, autant que je sache. Bon, je suis de parti pris pour la Suisse, non, je rigole, je caricature. Mon père a fini sa vie en Suisse, est mort en Suisse, donc, et a fait sa vie à Lausanne, et a fait sa vie avec une Suissesse, donc après ma mère. Donc voilà, je suis donc, je n'ai pas la citoyenneté d'honneur, mais je dis ça.
On la revendique. Sur la question 5 étoiles, je ne pense pas, en tout cas sur la France insoumise, mais surtout, ce que je veux dire, et ça c'est intéressant, et c'est le marqueur, et qui traverse... Il se trouve qu'il y a un journal en Italie qui a accompagné le moment 5 étoiles, qui est Il Fatto Quotidiano. Son dirigeant est très proche des dirigeants 5 étoiles qui ont fait l'alliance avec Salvini. Mais ce journal, composé de beaucoup de gens qui venaient de Rifondazione Comunista en Italie, donc une partie de l'histoire du Parti communiste italien, etc., ces journalistes ne sont pas là-dessus. Et ils ne sont pas là-dessus, notamment sur une question qui est justement ce sur quoi 5 étoiles n'était pas au clair. 5 étoiles, c'était l'écologie et la corruption. Et là, c'est une alerte pour nous tous. Il y avait en revanche un point aveugle. Il est vrai que les politiques européennes ont contribué à le rendre aveugle en humiliant l'Italie. La question des migrants. La question des migrants. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on ne peut pas défendre des solidarités au cœur du pays, c'est-à-dire pour son prochain, celui qui est proche, si on n'est pas au rendez-vous des solidarités pour ceux qui viennent du lointain. De la même manière qu'on disait à une autre époque, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Eh bien, si on ne peut pas être au rendez-vous des solidarités face à ceux qui exercent un droit fondamental, il y a un hasard malheureux de la naissance. Et donc, nous avons le droit de quitter notre pays de naissance et de choisir notre pays de résidence. Tous ceux qui sont dans cette université, qui vont étudier à l'étranger ou faire des stages ou faire leur carrière à l'étranger, ne sont pas mis dans les migrants. Nous avons des passeports qui nous permettent d'aller dans 200 pays, un Afghan dans 20 pays. Cette inégalité-là, elle est au cœur du monde, dans les inégalités du monde. Aujourd'hui, nous le savons tous, les migrations sont pour l'essentiel sud-sud. 3,5% de la population mondiale seulement vit hors de son pays de naissance. Donc dire qu'un continent comme le nôtre, riche comme le nôtre, ne peut pas, et n'a pas été, hélas, au rendez-vous d'une humanité qui n'est pas la misère du monde, qui est la jeunesse du monde, et qui est jetée aussi, non seulement par les guerres, non seulement par les désordres climatiques, mais par son désir du monde. Son désir du monde. Et donc, dans l'histoire de 5 étoiles, il y a le fait de ne pas être clair là-dessus. Ma réponse est que, justement, la France insoumise, y compris dans des clarifications récentes en son sein, des départs, des gens qui sont partis, qui, eux, n'étaient pas au clair là-dessus. Et elle s'est plutôt recalée sur cette position de la solidarité et de l'accueil. Enfin, avant un petit mot final, sur les Black Blocs. Ce qui est très intéressant dans l'histoire des Black Blocs, ça a été trop peu souligné, avant qu'il y ait le gros événement récent, le Fouquet's, etc., où, vous l'avez dit, en effet, les Black Blocs sont très organisés et dans une logique politique explicite. On ne s'en prend pas aux personnes, on s'en prend à des symboles matériels, immeubles d'une société de consommation, de finances, etc., les banques, etc., voilà, où les lieux de grand commerce, de luxe ou de grande consommation. Black Bloc, dont la sociologie est intéressante, quand c'est pas eux qu'on retrouve dans les comparutions immédiates, ils se sont autrement organisés. On retrouve des primo manifestants gilets jaunes, pour l'essentiel, comme dans les blessés. Mais il y a eu un événement intéressant, trop peu souligné, un des courants des Gilets jaunes, celui de Priscilla Ludowski, celle qui avait fait la première pétition sur les taxes sur le carburant, qui est celle aussi qui dialogue avec les écologistes, qui est celle qui a fait la marche des femmes. Eh bien, ils ont vu les Gilets jaunes, les Black Blocs. Et du coup, alors dans l'anonymat des Black Blocs, ils ont envoyé un questionnaire aux Black Blocs. Et c'est très intéressant de lire ce texte où les Black Blocs répondent, là où ils ne voudraient pas répondre à des journalistes, etc., ils répondent aux Gilets jaunes. Et sur la théorisation de leur action, comment ils font, etc. Donc, évidemment que le pouvoir essaye de s'en saisir pour faire écran, mais en l'occurrence, la fameuse journée du Fouquet's et du kiosque à journaux, il s'est passé plein d'autres choses. La réalité de cette journée n'était pas les violences. La réalité de cette journée était les convergences. 3 cortèges ont convergé. Un cortège gilet jaune,
un cortège marche du climat, fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat, et un cortège quartier populaire sur les violences policières. Ce qui vous arrive avec les LBD, c'est ce qui nous arrivait dans l'indifférence générale et qui continue à nous arriver. Les trois. Voilà ma réponse. Enfin, ce que je voulais dire, c'est au fond, ce livre, au fond, c'est une invitation à la réflexion sur notre époque à partir de cet événement et de cet inattendu. Et je voudrais dire juste ce qui est au cœur de la conclusion de ce livre. Je crois que dans le moment d'incertitude qui est le nôtre, nous devons parier sur l'improbable. Nous devons parier sur l'événement et l'inattendu. C'est l'image du signal d'alarme. Parce que on n'a pas le temps. Et parce que, en fait, il faut se le dire, c'est pour ça qu'il faut sortir de repères anciens. Nous sommes devant une crise de civilisation. Crise économique, crise écologique, crise démocratique, mais les civilisations sont mortelles. Et surtout des civilisations connectées, ça a été beaucoup documenté par des historiens sur Rome, sur une civilisation de l'âge de fer qui était à l'est de la Méditerranée. C'est toujours connecté les civilisations, même quand il n'y a pas le téléphone. Et du coup, comme c'est connecté, quand il y a un court-circuit, ça peut s'effondrer. Et nous sommes dans ce moment-là. Et donc tout ce qui mettra à l'agenda du débat public, ce qu'en haut ils ne veulent pas entendre, est une bonne nouvelle. Et quel est le meilleur exemple, encore une fois, que ce qui est admis, même si c'est démenti par leurs actions concrètes, qui est la question climatique. La France est un pays où il y a une décennie qui avait pignon sur rue, au point d'être un temps ministre et de trôner à l'Académie des sciences, ministre de l'Éducation et de la Recherche, un climato-sceptique radical, Claude Allègre. Le refus, ce discours que vous entendez chez Trump ou chez Bolsonaro, où le ministre des Affaires étrangères de Bolsonaro a dit « le réchauffement climatique, c'est un complot marxiste ». SIC, voilà. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la question climatique? Il s'est passé qu'une jeunesse a mis à l'agenda cette chose, au point qu'aujourd'hui, même s'ils font des politiques économiques qui sont contraires, c'est le sens de la démission de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot démissionne sur les conflits d'intérêts et les lobbies, mais sur le fait de dire la politique économique qui est menée est contraire à cet objectif. Elle n'est pas compatible avec cet objectif. Et donc c'est le seul levier que nous ayons dans ce moment-là. Peut en découler d'autres représentants, d'autres créations politiques, d'autres créations comme ça, mais en tout cas à la place où je suis, c'est-à-dire un citoyen journaliste au service d'un droit fondamental qui est le droit de savoir, eh bien c'est cela que j'espère, avec cette conscience, comme le dit Victor Hugo dans des phrases formidables avant 1848 sur l'événement, il dit « Quel plus beau quel symbole résume mieux le peuple que le pavé? On marche longtemps dessus avant qu'un jour il vous tombe sur la tête. » Voilà.